Hey! Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mes Deux Scènes, podcast qui était censé être à tous les samedis où j'allais parler de ma semaine, donner mon opinion sur ce qui m'avait marqué, ce qui avait retiré mon attention à chaque semaine. Puis clairement, ça n'a pas été le cas. Hein? Ça fait un petit bout, mais là, ça a pris le décès de Ozzy Osbourne et Hulk Hogan pour que je vienne justement faire un épisode ici. J'en ai fait une hier, justement, parler de Ozzy Osbourne, mais là, après ça, on a appris le décès de Hulk Hogan, puis étant donné que je suis un gros fan de lutte, je me suis dit, ben pourquoi pas réenregistrer cet épisode-ci avec justement mon opinion sur Hulk Hogan et mon expérience avec la lutte. La raison pourquoi ça ici, ça n'a pas vraiment duré. Premièrement, c'était comme un projet que j'ai décidé sur un coup de tête comme ça. Et aussi, le manque de temps. Manque de temps, j'étais bien occupé. J'étais beaucoup sur la route en 2025 qui est une weird année. Vraiment bizarre. Pas une mauvaise année. Je peux pas me plaindre jusqu'à date 2025 quand même, ça rock. Mais pas une année dont je m'attendais. Puis aussi, quand j'ai arrêté de faire mes deux scènes, ben, c'est que là, on se lançait en campagne électorale à travers le Canada. Puis moi, la politique, ça m'intéresse pas, j'ai zéro intérêt, ça a zéro importance et ça a zéro impact sur ma vie. Là. Je sais pas qui est avec qui, je sais pas qui fait quoi, je suis pas ça. La journée des élections, je l'ai appris le soir même, il était trop tard pour moi pour aller voter. Et là, tu vas me dire, ouais, ben là, Eric, t'as pas voté, tu peux pas chialer. J'ai déjà été voté, j'ai chialé, on m'a jamais écouté. Le gouvernement à cette heure, ça fait à quelque part, dans les dernières années, on dirait qu'ils ont oublié qu'ils travaillent pour le peuple et non pour les riches. Ça fait que moi, je sais que le seul pouvoir que j'ai quand ça vient à la politique, c'est de choisir qui va travailler pour les riches dans les 4 prochaines années. Ça fait que ça m'intéresse pas. Puis les débats sur les réseaux sociaux, vous êtes lourds, sans bon sens, c'est incroyable. Puis rajoute avec ça les fake news, puis l'intelligence artificielle qui prend de l'importance. J'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis occupé à être heureux dans la vie de tous les jours, puis j'ai pas envie de faire un pied à terre avec la politique à mort. Nous, la politique, c'est juste pour contrôler le peuple. Tu penses que c'est pas contrôler, c'est ce qu'on appelle dans le livre The Art of War, Divide and Conquer. C'est que tu divises la population, ça fait comme ça, on est plus facile à manipuler, puis à contrôler et à gérer. Imagine que si, en tant que population, en tant que peuple, on serait unis, contre les gouvernements. Le gouvernement n'aurait pas le choix de nous écouter, mais en divisant ça en parties, puis une partie dit, ouais, moi, je vais dire ces niaiseries-là, puis je vais gérer les caves qui vont me croire. Là, il y a une autre partie qui va dire, ouais, ben moi, je vais dire ces niaiseries-là, puis je vais gérer les caves qui vont me croire. C'est ça que c'est la politique. Ça fait que moi, non, merci. Ça fait que je savais que ça allait être lourd, puis ça l'a été. C'est le monde qui justement qui se lance en politique, les opinions, puis tout ça, puis les statistiques, là, vous êtes pesant, puis vous changez absolument rien. C'est Facebook a changé le monde, mais on changera pas le monde avec Facebook. C'est aussi simple que ça. Ça fait que ça m'intéressait pas de participer à ça, puis je savais que ça allait être le sujet pour les semaines puis mois à venir. Ça fait que je me suis dit, ah, c'est quoi? Je décroche. Ça me tente pas. Ça fait que j'ai arrêté là. Mais comme je disais, il y a aussi le fait que j'étais beaucoup sur la route à tous les mois de 2025. Par rapport au mois de juillet, j'étais à Montréal ou à Québec pour des concerts. Puis c'est drôle parce que fin 2024 plutôt, j'avais une couple de spectacles. J'avais voir Exodus, j'avais voir King Diamond, j'avais voir d'autres groupes aussi. Puis là, j'avais dit, OK, 2025, je devrais prendre ça plus relax. Je devrais commencer à mettre un peu plus d'argent pour mes vieux jours parce que je commence à prendre de l'âge et mes vieux jours commencent à cogner à la porte. Mais là, ça a commencé au début de l'année avec Complicani et Encephalon qui jouaient à Québec. J'ai déjà vu Complicani à Worcester une couple d'années passées au Massachusetts, puis j'avais vraiment aimé ça. Encephalon, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que je pensais pas avoir la chance de les voir à un moment donné. Puis là, ils étaient en spectacle à Québec. Je me suis dit, je peux pas rater cette chance-là. Ça fait que j'ai été les voir. Le mois d'après, là, Cannibal Corpse, Carcass, puis Meshuggah jouaient à Québec. Je suis pas un fan de Meshuggah, j'écoute pas leur musique, puis après les avoir vus live, ils ont pas changé mon opinion. Je trippe pas en tout pour eux autres, mais Carcass puis Cannibal Corpse, j'adore, ça fait que je voulais aller les voir, puis là, j'avais des buddies aussi qui voulaient venir avec moi, ça fait on a été voir ça. Le mois d'après, Heart jouait à Québec. Puis là, ma femme voulait aller le voir. Fait que je peux pas dire oui à mes buddies, non ma femme, ça marche pas de même. Alors oui, je dis jamais non à ma femme. Ma femme, qu'est-ce qu'elle veut faire, on le fait. Qu'est-ce qu'elle veut avoir, on l'a. That's it, that's all. No question. Et là, après, là, on a resté un peu plus par ici avec Glass Tiger qu'on jouait, puis c'était comme une question de dernière minute pour aller les voir. Ils étaient au casino à Moncton, puis ma femme a comme le jour de même, je pense, vous l'avez, elle a dit, hey, on devrait aller voir, ça serait fun. Une soirée rétro. Puis mon père, je trouvais que c'est une bonne idée. C'est Glass Tiger, je connais 3 chansons qui ont sorti, puis quand t'es voir le spectacle, j'étais comme
j'étais comme, hey, ils jouent pas I Just Died in Your Arms Tonight? Puis là, ma femme m'a dit, non, c'est pas eux qui chantent ça. J'étais comme, ben, finalement, je connais 2 chansons. Mais ça a été un bon spectacle. Et aussi, la première partie, c'était Erica M, qui est pas une chanteuse, mais elle était VJ à Much Music des années 80-90. Puis moi, qui a grandi justement avec Much Music, puis Music Plus, qui a été justement mon éducation musicale avec Power Hour, Power 30, Solid Rock. C'était vraiment spécial de l'avoir là, puis justement de nous rappeler des bons souvenirs de cette époque-là avec c'est la musique, les vidéos, on était encore loin de l'internet, loin de Napster, LimeWire, puis ces affaires-là. Ça fait que c'était une époque, moi j'ai grandi dans cette époque-là où si t'achetais pas l'album de l'artiste, ben t'entendais pas les chansons. Il fallait que t'achetais l'album, point final. Oui, il sortait des singles à la radio puis à la télévision avec les vidéoclips, mais c'était de 1 à 3 chansons. Si tu voulais l'album au complet, il fallait que tu l'achètes, point final. Ça fait que c'est quand même des bons souvenirs de ça. Puis là, après ça, ma femme voulait aller voir Jan Arden. Aucune idée qui c'était, mais ma femme voulait aller le voir. Pogné les billets, on a été à voir. Puis là, après ça, il y a eu Obituary qui jouait à Montréal. Puis là, il y a mes buddies, je voulais aller voir ça aussi. Je voulais aller le voir, mais là, j'étais comme, OK, non, là, Eric, là, faut que tu tiens ton bout. Mais finalement, j'ai plié. Puis j'ai pas regretté parce que c'était quand même un gros spectacle. Il y avait Pest Control, il y avait Nails, Terror, puis Obituary qui était le headliner. Mais à travers ça aussi, il y avait le groupe Spirit World, un groupe que j'ai découvert là et que j'ai adoré, que j'aime depuis. Ils ont 3 albums. Qu'est-ce qui est particulier? C'est un groupe thrash. C'est heavy. Là. C'est du gros heavy un peu à la Slayer, mais c'est still western country. Là. Même leur 2e album s'appelle Death Western. Là. Ils sont habillés avec des suits rhinestone, je vois des Telecasters, chapeau de cowboy. L'intro, c'est une tune western back at 10. Mais leur musique est vraiment heavy, puis ils parlent de se faire tirer dans des saloons, des affaires de même. Fait que j'ai vraiment aimé ce groupe-là. Même le chanteur s'appelle Stu Folsom. Là. Quel nom parfait pour ce genre de groupe-là. Ça fait Spirit World. Si t'es fan de gros heavy, va les checker dessus. Ils ont 3 albums plus récents. Eldorado, qui est sorti ce printemps. Excellent. Ça fait que j'ai pas regretté ma shot. Spirit World, ça rock. Puis là, après ça, on a été voir Harlequin, Helix, puis Honeymoon Suite, qui était aussi au casino à Moncton. Ça aussi, ce printemps, on a été voir Headpins, April Wine, puis BTO à Saint-Jean. J'ai jamais vu Headpins non plus. Ça fait que c'est vraiment le fun de les voir. Vraiment un bon spectacle. Backman Turnover Drive avec Reddy Backman, qui a 81 ans, mais encore capable de rocker. Ça fait que ça a été beaucoup de spectacles en 2025, beaucoup plus que je m'attendais, surtout pour quelqu'un qui s'est dit non, 2025, je ne vais pas avoir de spectacle jusqu'à là, c'est pas mal juste ça que je fais. C'est là, au mois de juillet, pas de mois de juillet, mais au mois d'août, je vais 2 fois à Québec dans la même semaine. Je vais aller voir Monday Night Raw au centre Vidéotron. Puis aussi, après, je reviens le lendemain et après le surlendemain, je retourne avec ma soeur et ses amis qui veulent aller voir un de leurs chanteurs québécois qu'ils aiment bien. Puis ça fait que j'ai dit, mais pourquoi pas faire de la route. Puis là, le spectacle qui s'en vient, ben il y a Bruce Dickinson qui s'en vient au mois de septembre à Montréal. Puis là, j'étais pas censé y aller. Celui-là, je me suis dit, non, là, Eric, ça va faire, tu l'as assez vu de spectacle, va prendre un break. Puis là, mon Alain, qui est le drummer pour Nocturne, puis moi puis lui, ça fait 32 ans qu'on se connaît, m'a dit, hey, j'ai un billet. Quelqu'un qui a acheté un billet puis finalement peut pas venir, ça fait si tu veux l'avoir, je vais te le vendre. Ça fait OK, je vais y aller. Là, j'achète le billet, puis pas longtemps après, j'apprends que Satan va jouer aussi à Montréal dans 2 semaines. Satan, vraiment un groupe que je pensais vraiment, mais vraiment jamais voir. Vraiment pas populaire, c'est vraiment de l'époque de la New Wave, British Heavy Metal, là, quand les groupes comme Judas Priest, Iron Maiden, Angel Witch ont sorti. Ce groupe-là aussi a apparu pendant cette période-là, mais comme je dis, jamais été aussi populaire que les Maiden puis Priest, mais un groupe que j'aime beaucoup, puis c'est un groupe, selon moi, qui est légendaire, puis j'étais comme, là, je peux pas monter à Montréal 2 semaines en ligne, c'est beaucoup de route, c'est beaucoup de gaz, mais en même temps, je me dis, je peux pas manquer Satan, je peux pas manquer Bruce Dickinson, ça fait que je vais aller voir ça, puis aussi, au mois d'octobre, là, ça devrait finir avec Foreigner au centre Avenir, c'est dans Moncton. Ça fait que plein de spectacles. Mais un spectacle dont je voulais vous en parler. Je voulais le faire d'ailleurs après avoir vu le show Back at the Beginning le 5 juillet dernier, Black Sabbath, Ozzy Osbourne qui offrait leur dernière performance à vie. On était encore à 2 semaines avant le décès de Ozzy, ça fait que on savait pas que ça allait arriver aussi vite. C'est là, moi je m'attendais qu'il allait faire des podcasts ou de quoi de même.
qu'elle allait être quand même assez visible encore sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis finalement, non, ça sera pas le cas. Écoute, le show Back at the Beginning, c'est ça, c'est de mes buddies encore qui m'ont envoyé un message. Hey, on a payé pour le streaming, on va l'écouter dans mon garage, on buvait de la bière, tu veux venir, t'es bienvenu. Ça fait que je dis ouais, je peux pas manquer ça. Ça fait que et là, ça a commencé à 11h30, heure du Nouveau-Brunswick, là, puis ça finit à 9h. Ça fait que c'était tout un show avec plein d'artistes qui étaient là, puis c'était vraiment un excellent spectacle. Tous les groupes qui étaient là pour rendre hommage à Ozzy pour Black Sabbath. La façon dont ça fonctionnait, c'est qu'ils jouaient 2-3 chansons. C'est comme Anthrax en jouait 2, là. Mais tu sais, après ça, je jouais une chanson de Ozzy ou Black Sabbath, faisait un cover en hommage justement au groupe. Anthrax a vraiment rocké ça avec Into the Void, Hailstorm avec Perry Mason, Metallica qui a commencé avec Hole in the Sky, qui j'étais comme, il me semble que James Hetfield a pas la voix pour ça, parce que c'est une chanson quand même qui chante assez haut. Après ça, ils ont joué, je pense, For Whom the Bell Toll. Puis après ça, ils ont été avec Johnny Blade. C'était une chanson de Sabbath qui apparaît sur l'album Never Say Die, un album un peu mal aimé parce que c'était pas mal la fin de cette période-là, la période de Black Sabbath avec Ozzy. Ça fait que puis l'album a été... Pas que c'est nécessairement un mauvais album, il y a des bonnes idées dessus, mais ça a été mal produit, ça a été mal enregistré, les compositions fait, les chansons en tant que telles feel comme si ils sont pas terminés, ça fait quasiment comme si c'est des démos, là. Mais Metallica qui a fait vraiment une excellente version de Johnny Blade, j'aimerais ça, même qu'il l'enregistre en studio. Ça serait vraiment cool, parce que Lamb of God, en fait ça, eux autres, ils ont joué Children of the Grave live, puis là, le lendemain, ben, ils ont sorti une version studio de la chanson, puis eux aussi, ils ont vraiment fait une bonne job là-dessus. Youngblood, jeune chanteur britannique dont je connais pas vraiment, je pense pas qu'il est populaire en Amérique du Nord, mais vraiment une grosse vedette du côté de l'Europe. Il a fait toute une version de la chanson Changes. D'ailleurs, il l'a sorti live avec justement tous les profits de la chanson vont aller à une œuvre de charité. Ça fait que ça a été vraiment un excellent spectacle avec aussi Ozzy qui a joué une couple de chansons avec son groupe solo et a fini ça avec 4 chansons avec Black Sabbath. Et aussi Bill Ward sur le drum. Bill Ward, si vous suivez la musique, suivez le metal, suivez Sabbath, vous savez qu'il n'était pas là pendant les dernières années du groupe pour l'album 13 et la tournée. Les tournées mondiales qui ont suivi. Ça fait que c'était vraiment spécial de voir ça. Là, moi, du niveau personnel, 10 juillet dernier, un de mes frères, le plus vieux des deux, est décédé. Il avait le cancer, il avait 68 ans. Puis c'était triste, mais on dirait tout ça à arriver avec Ozzy le jour où c'était un peu comme une célébration de sa vie. Là, j'ai appris la nouvelle, puis là, après ça, on a appris Hulk Hogan. Pas que je cœur pas pour mon frère, pas que je cœur pas, mais nous, de la famille, à part ma sœur qui m'a élevé, on n'est pas proche. Ça faisait plusieurs années que j'avais pas parlé. La dernière fois que je l'avais vu, c'était, je sais pas comment, 2021, on était dans un Walmart. On s'est croisés, puis on s'est pas reconnus tout de suite. On a continué à marcher, puis après ça, on s'est juste viré de bord. Oh, hey! Puis on a été polis. Puis après ça, on est parti. Tu sais, là, ça fait que c'est un peu, malheureusement, la relation que j'ai avec mes frères et mes sœurs. En fait, qu'on est ensemble, c'est triste, mais c'est la réalité. C'est la réalité. That's all. Mais tu sais, comment je te dirais ça, dans le dernier 20 ans, j'ai passé plus de temps à des spectacles de Ozzy que j'ai passé plus de temps avec mon frère. Tu sais, là, mettons, te donner une idée de qu'est-ce que c'est. Mais non, c'est Ozzy pour... je voulais parler de la lutte avant ça, parce que Hulk Hogan, oui, je suis un fan de lutte, mais je suis plus un gros fan de musique que fan de lutte. Mais tu sais, la lutte, ça a marqué ma vie aussi. Là. Moi, j'ai connu ça dans les années 80. Je tournais les postes. Puis à cette époque-là, on avait comme 4 postes, je pense, 4-5 postes, là, c'était avant le câble. Puis là, j'ai tombé justement sur la lutte, puis je me dis, je n'avais aucune idée c'était quoi. Puis dans le ring, c'était Ricky the Dragon Steamboat qui se battait contre un gars masqué, Mr. X ou Dr. X. Aujourd'hui, on les appelle des Enhanced Talent. Dans ce temps-là, on les appelle des Jobbers. C'est des lutteurs qui sont là pour bien faire paraître leur adversaire. Puis là, j'ai commencé à écouter ça, Ricky Steamboat. Il paraissait bien bâti, puis il était athlétique. Puis à un moment donné, Dr. X va derrière lui, il lève pour lui faire un atomic drop. Si tu le lèves sur ton épaule, là, tu le drops sur ton genou. Puis après ça, là, le lutteur, lui, il va vendre ça en faisant croire que ça, il a fait mal au derrière. Mais quand il l'a levé, Ricky Steamboat a flippé, puis atterri sur ses pieds derrière Dr. ou Mr. X. Puis moi, écoute, j'avais 10-11 ans, j'ai capoté, j'étais wow,
best counter move ever. Ça fait là, j'ai venu un fan de lutte drette là avec Ricky the Dragon Steamboat. Après ça, les Rockers sont arrivés avec Shawn Michaels puis Marty Jannetty. Et là aussi, il était beaucoup plus athlétique, plus acrobatique. Puis après ça, là, The Undertaker, pouf, man. C'est Undertaker, c'était dur pour moi parce que quand il est arrivé, il était un méchant. Il avait arrivé là avec un $1 Million Man au Survivor Series. Puis moi, j'étais un fan de lutte by the book. Là. C'est là, je cheerais les faces puis je bouais les heels. Mais lui, on dirait, le personnage était tellement incroyable. C'était dur de huer. Je veux dire, là, ça fait que j'étais un fan de Undertaker ce temps-là. Puis là, pour ce qui est de Hulk Hogan, c'est sûr que il a marqué la lutte, mais pour moi, j'ai jamais été un gros fan de Hogan. En partant quand j'étais jeune, je voyais qu'il était limité dans le ring, il faisait tout le temps les mêmes moves, puis c'était pas des grosses moves, son finisher c'était un leg drop, c'était comme c'était pas grand chose, mais le gars, il était comme 6 pieds 7. Il était massif, il était blond, il avait un beau look, puis là, avec le temps, on a appris aussi qu'il y avait une bonne business pour la tête, pour la business. Il avait une bonne tête pour la business, je devrais dire, puis il savait comment se vendre, puis Vince McMahon, justement, qui lui était, à l'époque, ça on ne le savait pas parce que l'Internet n'existait pas, mais il était après écrasé tous les autres territoires de lutte à travers les États-Unis, parce qu'avant avant Vince McMahon, Junior, c'est comme ça marchait la lutte. Tu avais South Georgia Wrestling, tu avais NWA, AWA, puis la WWF pour la Worldwide Wrestling Federation, puis ils avaient chacun deux, trois États à eux autres, puis c'était des territoires, puis ils se prêtaient les lutteurs entre eux autres, puis il y avait comme une loi non écrite que les promoteurs de ces organisations-là se respectaient, puis allaient pas chier sur le terrain de l'autre. Quand Vince McMahon Sr. a vendu ses parts de la WWF à son fils Vince McMahon Jr., lui, il est arrivé au promoteur, il a dit « L'entente que vous avez eue, que vous avez avec mon père, vous l'avez pas avec moi, moi je vais vous écraser. » Puis là, c'est pour ça qu'il y avait comme, pour devenir global, pour devenir mondial, il devait avoir, c'est comme une mascotte, si tu veux, puis il y avait besoin d'un champion que le monde pouvait comme justement être derrière. Puis au début, ça allait être Dusty Rhodes. Il a demandé à Dusty Rhodes, il a dit, gars, c'est ça mon plan, c'est ça que je veux faire, je vais prendre over le monde de la lutte. Puis Dusty Rhodes, il croyait pas, puis il pensait pas que ça allait arriver, ça fait il l'a refusé. Ça fait lui, il s'est viré par Hulk Hogan. Puis Hulk Hogan, lui, a vu l'opportunité de devenir populaire, de faire bien de l'argent, ça fait qu'il a dit oui tout de suite. Et effectivement, ça a marché parce qu'ils ont réussi à écraser toutes les autres organisations de lutte et ensuite devenir champion mondial pour plusieurs années et devenir une légende de la lutte. Mais qu'est-ce que je donne à Hulk Hogan, par exemple, qu'est-ce qui a marqué vraiment ma jeunesse, c'est en 96 au mois de juillet à Bash at the Beach quand il est devenu chef de la NWO, New World Order. Ça, c'était juste fou. C'est parce que début des années 90, Billionaire Ted Turner qui a Turner Classic, il y a CNN, je pense qu'il y a une équipe de baseball aussi. C'est lancé dans le monde de la lutte. Il voulait écraser Vince McMahon. Il était prêt à payer n'importe quoi. Puis justement, il a demandé à son équipe, il a dit, écoute, y a-tu quelqu'un qui sait quoi faire pour battre Vince McMahon dans le monde de la lutte? Eric Bischoff a levé la main, il dit, moi, je pense être capable. Ça fait là, ils ont été chercher des gros noms qui ont lutté dans les années 80 avec la WCW, World Championship Wrestling. Maintenant, ils ont été chercher Hulk Hogan. Mais là, ça a marché pour un petit bout, mais là, c'est Hulk Hogan, c'est un personnage qui avait jamais évolué, qui avait jamais vraiment changé. Ça fait que, évidemment, on commençait vraiment cette année de lui. Puis là, à un moment donné, il y a eu un coup de chance WCW. Et Kevin Nash puis Scott Hall, le contrat était fini avec la WWF, qui est maintenant WWE. Ça fait qu'ils ont été les chercher, ils ont fait beaucoup d'argent pour beaucoup moins de dates à travailler pour l'organisation. Puis c'est là que ça a devenu la NWO. Puis quand Hulk Hogan avait justement été... on avait vu que c'était lui le chef de la gang à l'époque, en 96. Je me rappelle que j'avais cru, je dis Hulk Hogan vient de détruire sa carrière, il pourra jamais revenir de ça, sa legacy, c'est tout effacé, il vient de jeter sa poubelle, il vient de jeter en feu puis jeter la poubelle, c'est comme, il n'y a pas de comeback de ça, j'étais sûr qu'il avait ruiné, mais c'était tellement de la bonne télévision, tu sais, puis c'est ça qui a apporté un peu les Monday Night Wars, puis la Attitude Era des années 90, qui était, selon moi, la meilleure époque de la lutte, puis ça sera jamais égalisé, ça sera jamais égal, même pas proche, là, c'était incroyable, parce que là, tu avais deux organisations de lutte qui se battaient. Puis là, tu avais vraiment un sens de réalité parce que tu savais que la compagnie allait gagner, allait écraser puis de faire l'autre compagnie, puis l'autre n'aurait pas le choix de déclarer faillite. Tu avais aussi
la Extreme Championship Wrestling avec Paul Heyman, ECW. Ça fait que t'avais tellement de choix à venir écouter la lutte, puis c'était vraiment, vraiment populaire. Là, là, l'Internet commençait, puis là, il y avait les forums, puis ouh, les choses qui ont été dites là-dessus. Une chance qu'on usait tous des synonymes puis des faux noms parce que c'était pas beau. Mais c'était le début de l'Internet, c'était wow, est-ce que tu veux? C'était ça qui est ça. Mais je me souviens, je marchais au centre d'achat, j'avais un chandail de DX, puis là, je vois quelqu'un d'autre qui avait un chandail de DX, ça fait tout de suite, on se faisait les charts, puis là, on se regardait parce qu'on ne sait même pas, c'était vraiment fou, c'était vraiment les plus belles années de lutte selon moi, là, puis même, un coup que ça c'est fini, que WWE a gagné sur WCW, on dirait ça a été tellement comme pouf. Après, c'est comme OK, c'est où que tu vas, pour entrer même WWE pour un bout, s'il savait plus où aller, puis même moi, j'ai décroché pendant un petit bout. Parce qu'on dirait c'était tellement un high constant parce que t'écoutais ça, puis c'était dur de pas changer de poste parce qu'il y a un temps, WCW, pendant 84 semaines, venait justement dans les codes d'écoute, ils écrasaient WWE, puis c'était vraiment c'est comme, à un moment donné, c'était vraiment un meilleur produit, tu sais, là, ils étaient plus révolutionnaires. Ça fait que c'était dur de sticker à la WWF quand tu savais qu'il y avait du bon stuff qui se passait à WCW. Ça fait que c'était du va-et-vient des postes. Puis là, le lendemain, là, quand j'ai commencé à aller au collège, je me rappelle, j'allais, puis j'étudiais en communication radiophonique, ça fait que j'allais dans les studios, puis j'allais voir c'était quoi les ratings, les codes d'écoute pour les 2 épisodes, savoir qu'est-ce qui se passait, puis j'allais voir un petit peu les nouvelles, puis les rumeurs, puis tout ça. Ça fait que c'était la lutte à cette époque-là, le Attitude Era, le Monday Night War, là, ça prenait beaucoup, beaucoup de mon temps. Là, c'était incroyable, mais c'était tellement de fun. Puis comme je dis, ça sera jamais égalé. Ça arrivera jamais. Là. La lutte suite à aller d'une bonne passe, c'est intéressant, c'est le fun, c'est divertissant. Mais c'est loin de l'Attitude Era. Puis c'est Hulk Hogan à quelque part avec Eric Bischoff qui a commencé ça pour starter justement cette guerre-là avec la WWE. Mais à part de ça, il y a eu son scandale avec son sextape, puis après ça, les commentaires racistes, puis après ça, avec le temps, on a appris qu'il était un petit peu comme un tout croche, puis il a usé beaucoup de politique justement pour avoir à sa façon backstage avec les temps du côté de la WCW qu'avec la WWE. Puis on sait qu'il mentait beaucoup dans ses entrevues, puis des affaires qui faisaient aucun sens, qui suivaient pas. Il me fait un peu penser, c'est quand il vient utiliser la politique, quand il vient à utiliser la politique, puis la politique, je parle pas du gouvernement, mais utiliser son pouvoir justement backstage pour avoir à sa façon. Puis sa façon comment à quel point il est limité dans le ring, puis il a jamais été si bon que ça en tant que lutteur. Il me fait penser à John Cena. John Cena, quelqu'un qui a utilisé beaucoup de politique pour avoir à sa façon avec la WWE, pour être dans l'oreille à Vince McMahon. Côté lutteur, il est assez limité lui aussi. Meilleur que Hulk Hogan, mais quand même, il y a une raison pourquoi on se moque de lui pour ses 4 moves of doom, parce qu'il sait juste faire 4 moves. Mais encore une fois, c'est beau bonhomme, paraît bien. Il a une brain pour la business, ça fait qu'il est capable de s'en tirer, puis faire bien de l'argent, puis devenir populaire là-dessus. Ça fait que good pour Hulk Hogan, puis good pour John Cena. Ça fait que quand même triste, justement, que Hulk Hogan est décédé de cette façon-là. Là. On dirait, je ne sais pas encore c'est quoi la cause officielle, je pense pas que ça a été annoncé. Je pense à une affaire qui aurait rapport avec arrêt cardiaque après eu des complications pour une opération au cou. Mais c'est quelqu'un quand même qui a marqué la lutte, puis un des plus grands. Justement, dans cet univers-là. Et là, maintenant, pour passer à Ozzy Osbourne, écoute, Ozzy, l'année passée, ça, je pense à ça, c'est l'affaire qui a plus de valeur pour moi. J'ai gagné son album Scream autographié. C'était un concours qu'il y avait avec sa compagnie de disques, puis j'ai mis, je me rappelle pas si c'était quoi le concours, s'il fallait juste dire de quoi, ou j'ai juste écrit mon nom, mais une couple de jours après, j'ai eu un email que j'ai gagné. J'ai envoyé mon adresse, puis ils ont eu ça, puis j'ai mis ça ici avec ça, c'est un billet que j'ai été voir Ozzy au Centre Bell le 22 novembre 2010 avec en première partie Rob Halford, chanteur de Judas Priest. Ça avait été vraiment un bon spectacle. Mais la première fois que j'ai vu Ozzy, c'est quand même en 92. Ça. Puis c'était mon premier spectacle à vie, j'avais 16 ans. C'était le 22 janvier 92. La manière ça marchait pour moi, Ozzy, quand on a eu le câble, finalement, puis là, on avait Mosh Music puis Music Plus, c'était comme en 88-89, puis Ozzy, à cette époque-là, avait No Rest for the Wicked. Puis là, il s'est fait de la promotion de sa tournée, puis il allait jouer à Toronto puis à Montréal. Puis il y avait des petits clips sur Mosh Music, justement, qui parlaient de ces dates-là avec une chanson
qui était Crazy Baby. Je dis, ah, ça sonne comme, tu sais, puis Crazy Baby, c'est une de mes chansons préférées. Peut-être pas de Ozzy, mais au moins de No Rest for the Wicked. Puis je trouve ça intéressant. Puis là, à un moment donné, dans le Power Hour, j'ai vu le vidéoclip pour Breaking All the Rules. No Rest for the Wicked, c'est probablement un des albums les plus heavy de Ozzy. Même compagnie studio voulait que Ozzy sorte de quoi? De heavy. Puis a livré à marchandiser justement que cet album-là qui est excellent. Mais Breaking All the Rules est un peu plus commercial. Ça fait j'étais comme, ok, ouais, c'est bon, c'est correct. Je m'attendais à un peu plus que ça. Couple de jours d'après, peut-être couple de semaines après, un de mes amis qui est malheureusement décédé aujourd'hui, Tony, arrive en courant dans ma chambre, arrive avec une cassette, dit ça, c'est la cassette à ma sœur, écoute ça, ça fait, je mets ça dans mon stéréo, je pèse play, c'était Bark at the Moon, et ça m'a juste blew me away. Le cerveau, c'était des feux d'artifice, j'étais wow, c'est fait que direct là en partage, j'ai mis fan de Ozzy après avoir écouté cet album-là, puis là, moi puis Tony, on s'était dit, OK, on va se pogner la collection de Ozzy au complet, parce qu'encore une fois, c'était des années 80, pas d'internet, si vous voulez écouter les chansons, fallait que tu achètes l'album, that's it. Puis à cette époque-là, il y avait Blizzard of Oz, Diary of Madman, Bark at the Moon, Ultimate Sin, No Rest for the Wicked, avec aussi Tribute, puis Just Say Ozzy, qui est un album live et un EP live. Ça fait que c'est aussitôt qu'on avait de l'argent, ben on allait les magasins de disques, puis on se pognait ces cassettes-là, puis on se les échangeait l'un l'autre pour les écouter. On était bien fans. Puis là, en 91, il est arrivé avec No More Tears, qui, selon moi, est pas mal son dernier bon album. Là. Dans les années d'après, avec Back to Earth, Black Rain, Scream, Ordinary Man, c'est pas cette qualité-là. C'est Ozzy a eu des problèmes aussi avec quand ça venait au niveau des droits d'auteur, à savoir c'est vraiment qui a composé ses chansons, surtout avec Blizzard of Oz, puis Diary of Madman, ou Lee Kerslake, puis Bob Daisley, c'est justement, écoute, c'est nous qui a écrit la majeure partie, en fait, on a écrit la musique au complet, puis on a écrit la majeure partie des paroles également, ce que Ozzy a daigné tout le temps, a daigné, justement. Si tu achètes l'album, la cassette CD, ou vinyle de Bark at the Moon, tu vas voir que c'est écrit, toutes les chansons sont écrites par Ozzy Osbourne. Écoute, ça fait aucun sens. Ozzy Osbourne, oui, c'est joué de l'harmonica, mais c'est tout. Il est pas guitariste, puis je pense pas qu'il pourrait arriver avec des gros riffs comme Rock'n'Roll Rebel puis Bark at the Moon. Ça fait que ça a tout le temps, lui, une façon de se protéger justement pour garder les droits à lui, pour faire sûr que l'argent va à lui. Puis ça a l'air sale, puis cheap, puis chiant comme move, mais je veux pas le défendre, puis je veux pas l'excuser, rien, mais c'est ça que c'est la business de musique. C'est là, tout le monde fait ça. Tout le monde a fait ça. C'est là, écoute, des années 60, 70, même 80, là, des groupes qui disaient dans des entrevues, dans des biographies, ils disaient, écoute, on est arrivé, on nous offrait des deals vraiment cheap, qu'on disait, non, on veut pas, on n'accepte pas ça. Puis là, le gérant ouvrait son tiroir, mettait un fusil sur le comptoir, puis disait, écoute, qu'est-ce que tu dis? Puis dit, oh oui, c'est un bon deal, on va le prendre. Tu sais, là, ça fait que c'est ça que c'est la business, la musique. C'est sale, c'est chiant, puis c'est rough pour les musiciens parce que c'est tous ceux qui font la job, puis c'est eux qui sont moins payés là-dedans. C'est juste, je regarde Spotify, je déteste Spotify, je suis anti-Spotify. Tu me verras, j'ai des chansons avec Nocturne, oui, mais moi, utiliser ça, jamais. J'achète encore ma musique, je paye pour. Si je download, c'est légal, je paye pour toute ma musique, il n'y a rien d'illégal ici. Ma musique, j'ai tout payé pour, puis j'essaie d'encourager les artistes parce que t'as plus de chance de faire de l'argent aujourd'hui avec la musique, puis ça date pas d'hier. Là, je suis après lire tout de suite Fabulous Disaster, Gary Hole, guitariste de Exodus. Puis je me rappelle en 2004 quand il avait sorti Temple of the Dam, puis j'étais wow, quel album, le groupe est de retour, ils font de l'argent, puis je suis après lire, puis il parle à quel point il n'y avait pas d'argent pour faire Temple of the Dam. Non seulement ça, il y a tellement pas d'argent que pendant Temple of the Dam, il n'y avait pas les moyens de se payer un char, ça fait qu'il allait au studio en bus et pédales avec sa guitare de strapper sur l'épaule, tu sais, là, puis c'est un gars qui était quand même le rendu de la quarantaine, là. Mais c'est la visite. Mais en tout cas, pour revenir à Ozzy, c'est ça. Là, sur No More Tears, excellent album, je l'écoutais quasiment tous les jours. Là, il annonce sa retraite. Il dit qu'il veut passer à autre chose. Peut-être jouer avec un groupe qui aurait un nom, mais pas sur son nom, Ozzy Osbourne, mais il est prêt à se retirer. Ça fait qu'il annonce à tourner No More Tour. Et là,
pour justement se réchauffer avant, il fait une autre petite tournée juste avant celle-là qui s'appelle Theater of Madness. À un moment donné, pour un spectacle, se casse le pied, une paquet de dates est repoussée. Et là, un coup les dates sont annoncées, mon ami Tony m'appelle, il dit, écoute, ils vont être à Montréal le 22 janvier. On peut aller le voir. Ma sœur est à Montréal aux études. Elle peut nous pogner les billets. On peut coucher là. Ça fait, il n'y a pas de problème. Ça fait, moi, écoute, voir Ozzy live. Moi, écoute, j'ai grandi à une place qui s'appelle Pointe-Canot, au nord-est de la péninsule acadienne, sur l'île de la Mecque. Là. C'est au milieu de nulle part. Tu vas aller sur Google Maps, écrire Pointe-Canot au Nouveau-Brunswick. C'est un chemin dans le bois. Là. Puis avant Internet, là, on était coupé pas mal de la civilisation. Ça fait que pour moi, de vivre de quoi de même, j'en croyais pas. Là, il me dit, la seule chose, c'est la semaine d'avant, puis je pense que c'était un mardi, faut pas qu'il y ait de tempête de neige là, parce que j'ai un examen, puis s'il y a une tempête, puis il n'y a pas d'examen, ben là, il va te repousser à la journée du spectacle, ça fait là, on pourra pas aller le voir. Il dit, OK, on va se croiser les doigts, pensée positif. Journée de son examen, grosse tempête, c'est annulé. Ça fait tout le long de la journée. Je suis frustré, je suis enragé. Je peux pas croire de quoi de même m'arrive. J'avais une chance finalement de faire de quoi. Surtout, j'étais à une époque déjà à 16 ans où je me questionnais, puis je savais pas où ce que ma vie allait aller. J'en dirais, je croyais pas en la capacité de réaliser mes rêves, ça. Ça fait que, tu sais, j'étais bien down. Moi, l'après-midi, Tony m'appelle, dit, non, l'examen a été repoussé à la semaine d'après. Ça fait qu'on est good. On va voir Ozzy Osbourne à Montréal. C'est à l'auditorium de Verdun. Prong était en première partie, Snap Your Finger, Snap Your Neck, là. Mm-hmm. Il y avait Infectious Groove qui était censé être là, mais pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, mais il était pas là. Ça fait que Prong a fait la première partie. Là, écoute, à un moment donné, là, on était quand même assez proche. Là. On était peut-être cinquième rangée, là. Puis, 4-5e rangée, on s'avait mis assez proche. Puis là, les rideaux ouverts, Ozzy était même les bras ouverts. Il y avait des spotlights verts qui l'éclairaient. Puis là, il a crié « Let the madness begin ». Il a embarqué dans Bark at the Moon. Le temps a gelé pour moi, là, comme ils ont joué 3-4 chansons pendant le temps que je suis revenu sur Terre, là, ils étaient rendus à Snowblind, qui est une chanson de Black Sabbath. Je capotais, là, je vivais un moment de voir Ozzy live devant moi comme ça, là, c'était fou. Puis ça aussi, à ce spectacle-là, j'ai appris c'était quoi un mosh pit. Parce que pour la dernière chanson qui était Crazy Train, il a dit à tout le monde, OK, on joue une dernière chanson, mais vous autres, vous défaisez tout ici dedans, là. On vire fou. Puis on a du fun. Puis là, ça brassait. Puis moi, quand j'étais petit adolescent, là, j'étais 130 livres, saut canouette. J'étais pas gros, là. Ça fait que je me faisais brasser pas mal. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait du monde qui tournait en rond. Puis au milieu, c'était vide. Ça fait que je me suis dit, du coup, on va aller au milieu, on va avoir la paix. Et j'ai eu tout sauf la paix. Parce que je suis arrivé là, puis le monde m'a vu. Boum! Ça s'est garoché sur moi, puis ça a fait ses Si je me trompe pas, c'est justement Tony qui à un moment donné, il m'a pogné par le bras et m'a tiré, puis j'étais plus capable de sortir de là, là. C'était fou, mais c'était quand même une belle expérience. Ça avait vraiment été le fun, puis je réalisais un rêve. Fait que là, j'étais comme yes, Ozzy, pour toujours. Puis la prochaine fois que je l'ai vu après, là, pendant c'est juste comme en 99 au mois d'août. Là, celle-là, j'étais aux études à Dieppe, mais je restais pas à Dieppe. J'allais en cours dans la péninsule acadienne tous les fins de semaine, aller voir mon ex de l'époque parce qu'on avait eu un enfant en 98. Ça fait que sur la semaine, j'étais aux études au collège communautaire en communication radiophonique. Puis les fins de semaine, ben, j'allais à la Mecque passer du temps avec eux autres. Puis quand j'arrivais à un moment donné, elle m'a dit à la radio, il a annoncé que Black Sabbath allait jouer à Montréal. Je capote. J'ai vu Ozzy. Là, j'ai la chance de voir les 4 originales de Black Sabbath. Je manque pas ça. Mais là, encore une fois, l'Internet n'était pas ce que c'était. Moi, j'avais pas de char encore. J'avais pas. J'ai eu. Moi, ça, c'était août 99, puis j'ai eu mon premier char en septembre 99. C'était proche. Mais là, ça fait que j'étais OK, je vais les voir. Je vais les voir. Ça fait là, je sais pas OK, comment je m'organise. Là, je voulais appeler. Là, c'était même pas le Centre Bell, c'était le Centre Molson dans le temps. J'appelle un de mes amis que j'étudiais avec au collège. Je lui dis, hey, toi, t'as déjà appelé au centre Molson, t'as tout le numéro? Il a dit, c'est la boutique souvenir que j'ai appelé. Je dis, c'est un début. Ça fait là, il me donne ça, j'appelle la boutique souvenir, je dis, je suis pas à la bonne place. Vous voulez me donner le numéro pour la billetterie? Il me donne le numéro, là, j'appelle là, ils ont dit, les billets vont être en vente demain. OK. Là, j'appelle ma soeur. Je dis, écoute, je vais aller voir Black Sabbath. J'ai pas de carte de crédit, mais j'ai l'argent. OK, je peux-tu prendre ta carte de crédit pour acheter les billets? Je vais te donner l'argent tout de suite. Je l'ai là. Elle dit, ouais, OK. Là, après ça, se rendre à Montréal. Là, il y avait un gars avec qui, l'année d'avant, j'avais été à Montréal, justement, puis on étudiait aussi au collège. Fait, je dis, écoute, je te paye le gaz si tu me drives à Montréal. Il dit, ouais, sure. Il dit, moi, je vais aller faire un petit trip à Montréal, pas de problème. Ça fait là, je suis tout seté. Le lendemain, j'appelle pour les billets. J'appelle à Montréal, puis je veux qu'il envoie les billets à Pointe-Canot.
Hey, là, elle comprenait pas l'adresse, Pointe-Canoë, Nouveau-Brunswick. À un moment donné, c'est une joke, ça, ici, là. J'étais, non, c'est pas une joke, c'est vraiment comme, c'est là que je vis, j'arrive au Nouveau-Brunswick, j'ai tout expliqué ça. J'ai eu les billets, je me suis rendu à Montréal en 99, puis j'ai vu Black Sabbath, je capotais. Puis là, c'est ça, après ça, là, j'ai retourné aux études, je me pogner une job, et là, depuis ce temps-là, j'ai resté à Dieppe. Bon, j'ai resté à Fredericton, j'ai resté à Québec une couple d'années, là, mais ça c'est une autre histoire. Fait que là, après ça, Ozzy avait annoncé une tournée. Puis là, il allait à Québec. Puis là, j'étais encore au collège dans ce temps-là. Puis je me disais, hey, je parlais des amis, ça serait le fun d'aller le voir. Encore, tu sais, je l'ai vu avec Black Sabbath, je l'ai déjà vu une fois avec Ozzy, dans sa carrière solo. Ça fait que ça serait le fun. Ça fait que, genre, tu sais, j'en parlais de même. Puis là, en soirée, j'ai un de mes amis qui restait justement à Québec, m'appelle, il dit, hey, tu veux venir voir à Québec? Ozzy à Québec, je peux pogner les billets, tu coucheras chez nous, puis t'as juste besoin de te rendre. Ça fait, je te dis, yes, c'est ça que je vais faire. Ça fait que j'ai pris la route, je me suis rendu à Québec, j'étais voir Ozzy, un autre excellent spectacle. Puis à partir de là, j'ai vu que, ok, regarde, si je fais un 7-10 heures de route, qui est rien pour moi, parce que j'adore être sur la highway, je peux voir pas mal tous les spectacles que je veux. Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'ai tout le temps de voir un paquet de spectacles à chaque année, que ce soit à Québec, Montréal, aux États-Unis. Ben, aux États-Unis, ça a commencé en 2012, justement, avec Black Sabbath à Boston. Puis après ça, je m'amusais à aller voir une série de spectacles du côté de Worcester, Massachusetts, que ce soit Overkill, Creator, King Diamond, Gwar, Corplicani, justement. Tu sais, là, ça fait que j'ai fait, depuis un bon bout, je fais beaucoup de la route Exodus. Je fais bien de la route pour voir des spectacles, et pour moi, ça vaut la peine. C'est toujours le fun. J'aime voir des spectacles, j'aime faire de la route. Ça fait pour moi, c'est win-win. Puis là, en 2018-2019, Ozzy a annoncé que là, ça y est, c'était vraiment sa dernière tournée, c'était No More Tours 2. Puis là, c'était vraiment final. Ça fait que je me suis dit, le plan pour cette tournée-là, je vais aller le voir le plus souvent possible. Parce que oui, je l'ai vu, j'ai vu, comme je disais, c'est au Québec, aux États-Unis. En 2008, il est venu à Moncton, puis j'ai pas été le voir. il vient dans mon backyard, puis je vais pas le voir là, puis je n'ai pas de problème à faire 10-12 heures de route pour aller le voir. Là. C'est la vie. Ça fait que là, le plan était que je vais aller le voir le plus souvent possible pendant sa tournée. C'est s'il joue à Québec, s'il joue à Montréal, je vais aller le voir là. S'il joue à Boston, je vais aller le voir là. S'il vient jouer dans les Maritimes, s'il va à Halifax-Côte-Nord, je vais aller, tu sais, là, c'est ça le plus. Puis j'ai eu la chance d'aller le voir à l'automne 2019 à Boston. Puis là, j'étais comme vraiment content. Je me disais, tu vois, Ozzy était fatigué, mais encore quand même, on fait des bons spectacles. Puis là, j'étais prêt aussi pour aller le voir à un moment donné en 2020, mais tout le monde se rappelle de 2020. Hein? Ça fait que ça a été mon dernier spectacle, la dernière chance que j'ai pu voir Ozzy live, puis tu sais, j'en garde des bons souvenirs. Ça fait que j'étais vraiment, vraiment content qu'il a pu finir son spectacle, justement, avec Back at the Beginning, avec sa carrière solo puis son show, parce que, tu sais, Ozzy, au-delà de la musique aussi, il a diverti à la télévision. Je me rappelle au début des années 2000, The Osbourne, quand ça s'est sorti, je capotais parce que c'était une série réalité sur un de mes idoles. Là. C'était pas sur Céline Dion, Mariah Carey ou Michael Bolton. Là. C'était Ozzy Osbourne qui ouvrait sa porte chez eux. Puis on avait, tu sais, là, on jetait un coup d'œil sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours. Tu sais. Puis aujourd'hui, tu regardes ça, puis t'es plus comme, ça n'a peut-être pas été la meilleure période de la famille pour aller filmer 24 heures sur 24 parce que c'est Ozzy dans ce temps-là, il était comme un pic de boissons puis de drogue. C'était pas mal hors de contrôle. Ses enfants, Jack puis Kelly, avaient commencé à consommer eux autres aussi. Je me rappelle dans le temps que j'écoutais ça, j'avais bien du fun. J'ai les DVD. Puis là, aujourd'hui, si tu veux voir les 3 ou 4 saisons de The Osbourne, c'est sur Amazon Prime. Puis tu peux voir, tu peux dire quand Ozzy est en état d'ébriété assez facilement quand ses enfants, ils sont comme... Ça fait que c'est je veux pas dire triste, là, mais on dirait c'est une certaine réalité que, tu sais, là, aussi riche qui est, puis qui est encore, tu sais, ça allait pas si bien que ça dans sa vie, en tout cas dans cette période-là, mais elles sont devenues ultra populaires. Mais le show que j'adore vraiment, qu'il a fait avec son garçon, c'était, je pense, de 2016 à 2018, si je me trompe pas, peut-être 2017. Ça a duré 3 saisons, puis c'était Ozzy and Jack's World Detour, où son garçon Jack embarquait dans un camper, puis s'amusait à se promener partout à travers le monde. C'est des fois d'aller aux États-Unis, des fois d'aller en Angleterre. Ça, c'était pour la première saison. Puis ils allaient visiter des sites historiques, des affaires de même, faire des découvertes. Deuxième saison, ça a été l'idée de partir de la Floride pour se rendre en Alaska dans leur camper.
troisième saison, là, Kelly s'est joint à eux autres parce qu'elle voulait l'apporter de Los Angeles à la Floride pour le début de sa tournée No More Tours. Puis cette série-là, c'est aussi le fun, aussi drôle que c'est divertissant et aussi que tu apprends plein des choses parce qu'ils vont visiter toutes sortes de sites. Puis il y a des choses quand même assez intéressantes avec comme par exemple Iron Mountain, qui est une montagne aux États-Unis, je ne me rappelle plus dans quel état, mais c'est bien cru dans la terre. Ils ont plein de choses historiques, des photos, des vidéos, de la musique, ça, qui va être sauvegardé en cas d'une destruction. Tu sais, là, maintenant que les États-Unis seraient rasés par une attaque nucléaire, ou même bombe atomique, whatever, ben ça va survivre, puis ça va rester là. Puis justement, ils montraient qu'ils avaient de la musique de Ozzy qui a été conservée justement pour une éternité. Ça fait que c'est une émission que j'aime beaucoup. Puis si moi, ça me joint du point de vue que ils font beaucoup de routes. Puis moi, tu me payerais pour faire un show, un TV show, que je fais de la route pour aller visiter d'ici, my God. Paye-moi mes billes, puis nourris-moi, puis j'ai plus besoin d'argent. Après ça, je suis juste allé tag mes billes sans payer, puis je suis nourri. Moi, je serais correct à faire de la route constamment pour aller découvrir. Ça fait que pour moi, ça a été proche. Ça fait que d'apprendre le décès de Ozzy, ça c'est. On dirait j'y crois pas encore. On dirait que c'est comme pas vrai là. On dirait. Mais me semble qu'il reviendrait le mois prochain là, une nouvelle. Dit là, finalement, Ozzy est pas mort. C'était pour faire la promotion d'un nouvel album. Je serais même pas fort. Je serais content. Ça me dérangerait même pas. Je serais comme yes, il m'a eu à son album. T'sais. Heureusement aussi, il plaît de musique avec son dernier album, Patient Number 9, de meilleure qualité de ce qu'il avait sorti au cours des dernières années. Un album qui m'a surpris avec plein d'artistes comme Tony Iommi, Eric Clapton, Zakk Wylde, tout ça. Ça fait que c'était vraiment, vraiment un bon album. Ça fait qu'il a fini sa vie sur une haute note, là, puis écoute, je vais continuer à l'écouter jusqu'à ce que moi-même je crève. J'espère que c'est pas de suite. Mais là, je planifie d'enregistrer des tunes de Black Sabbath à quelque part. Là. À un moment donné, c'est juste comme rendre hommage avec Alain Shea qui est, comme je disais, notre drummer pour Nocturne, puis aussi un gars que je joue de la musique avec depuis 93, ça fait qu'on se connaît. Puis on a une grosse connexion en musique, ça fait qu'on joue ensemble, puis qu'on compose, là, on va jouer nos instruments, puis on va se regarder, puis en se regardant, on va se comprendre, ok, si faut arrêter là, s'il faut ralentir, là, on est juste connectés de cette façon-là, ça fait que c'est tout le temps fun de jouer ou composer avec Alain, ça fait que on va sûrement faire de quoi, sortir de quoi. Ça sera pas sous le nom Nocturne, ça va être sous le nom de mon nom, mon Alain, mais ça va être de quoi le fun, je pense, pour rendre hommage à une de mes idoles qui a marqué ma vie, puis qui continue de la marquer encore aujourd'hui, parce que ça, que ce soit Ozzy ou Black Sabbath, ça joue à quelque part chez nous, dans mon char ou dans mes earbuds. C'est constant. Ça fait que je voulais juste en parler puis parler de Hulk Hogan un petit peu parce que même si j'ai jamais été un fan de lui, il a quand même marqué ma jeunesse à travers la lutte. Ozzy a marqué et défini ma vie à travers la musique et aussi la télévision. Puis je voulais juste rendre un petit hommage comme ça. Puis aussi vous dire allô aussi. Je sais que je fais prise de vue à tous les semaines, ça c'est de quoi quand même que j'aime. Parler cinéma, c'est light, c'est léger. Puis je suis passionné de cinéma, ça fait que c'est le fun. Puis là, je reviens lundi plutôt, avec Fantastic Four First Step que j'ai été voir hier en soirée. Puis je vais essayer de faire un autre épisode de ça ici, là, samedi prochain, là, juste voir c'est de quoi qui va marquer ma semaine, puis vous en parler, puis ça durera peut-être pas aussi longtemps que ça. On est rendu quoi, 44 minutes. Mais comme j'avais dit quand j'avais fait la page Chasson Média, je voulais justement comme faire de quoi pour vous divertir, faire de quoi de plus présent sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est pas vraiment ce que je pensais parce que je voulais faire des vlogs aussi. J'ai filmé des choses ici et là, mais j'avais commencé à vlogger au mois de janvier pendant les tempêtes, les gros frais, puis c'était pas le fun. Je perdais les nerfs souvent. Puis j'ai abandonné le projet. J'ai dit ça de filmer. Peut-être que je devrais juste sortir ça de même à un moment donné. Je vous donner une idée c'est quoi j'ai filmé là, mais en tout cas, c'est ça fait qu'on s'en parle lundi pour prise de vue, puis peut-être samedi prochain pour un autre Mes Deux Scènes qui sera un peu plus léger que ça ici. Ça fait que salut tout le monde.